aussi plaisant de vous voir venir pour entendre parler de science-fiction avec de la science dedans, parce que c'est une conférence scientifique aujourd'hui, en tout cas pour l'ouverture des Utopiales. Et puis on va essayer de respecter le temps, parce qu'on va parler d'un film dans lequel le temps joue un rôle extrêmement important, c'est le moins qu'on puisse dire, le film Interstellar. Donc une conférence, comme je disais, qui va parler d'un film de science-fiction que vous avez tous vu, ou pratiquement. Qui n'a pas vu Interstellar? On va faire dans ce sens-là. Alors il y en a qui n'ont pas vu, c'est pas grave du tout. Normalement, vous devriez pouvoir suivre sans avoir vu le film. Je donnerai des éléments importants. Bon, ça sera un peu des spoilers, hein. Si vous n'avez pas vu le film, vous aurez des informations que vous n'aimeriez peut-être pas, vous n'auriez peut-être pas aimé avoir avant de voir le film lui-même. Et donc un film très connu qui a une vertu pédagogique, c'est ça que je trouve d'intérêt à la science-fiction, parmi d'autres, mais un des intérêts, c'est une sorte de pédagogie du réel. Le thème de cette année, la réalité évidemment, est concerné par cette pédagogie du réel que fait la science-fiction. Et puis Interstellar, on va se poser la question, est-il un film réaliste? On va voir que je ne pourrai pas aborder tout ce qu'il y a à dire sur Interstellar en une seule heure. J'aborderai les points essentiels. Je vais vous dire lesquels après, qui me paraissent essentiels, et puis je ferai des petites touches à côté, et il y a énormément de choses à dire sur ce film qui est très riche visuellement et qui est très riche scientifiquement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Interstellar, voici un résumé du film. Bon, ceux qui l'ont vu, ils comprennent pourquoi c'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait ce résumé, hein, c'est les gens de la Warner qui ont fait ça. C'est pour dire que c'est un film qui se passe dans le temps, enfin c'est une sorte de voyage dans le temps, mais un voyage dans le temps qui n'est pas un voyage dans le passé, comme on parlait de Retour vers le futur récemment, il y a eu tout un buzz, une activité autour de la date de l'arrivée de Marty dans le film, dans notre futur qui est maintenant, qui est notre présent finalement. Donc là c'est pas un voyage dans le temps au sens un voyage vers le passé, ça sera un voyage disons vers le futur, mais tout le monde n'allant pas vers le futur au même rythme. Et c'est ça on va revenir évidemment sur ce point-là. Moi, je m'intéressais à 3 points dans ce film. Je m'intéressais évidemment au trou noir Gargantua. Le film, on pourrait même dire d'une certaine façon que l'acteur principal du film, c'est ce trou noir qui s'appelle Gargantua. Je trouve assez bien nommé. Vous allez voir pourquoi c'est un bon nom. Pour une fois, d'abord, les Américains s'occupent de prendre des noms de la littérature française, ce qui est quand même assez rare pour être noté. Et deuxièmement, il a un nom qui est adapté. On va voir pourquoi il est adapté. Deuxièmement, on va parler de la planète de Miller. Miller, un personnage qui a découvert cette planète. On va voir des choses sur cette planète, à propos de cette planète, où se passe une partie de l'intrigue et où se passent les affaires, disons, temporelles dont il est question. Et puis un dernier endroit, on parlera là-haut de la Cooper Station, de la station de Cooper, une station orbitale géante, dont on dira des choses à la fin de l'exposé. Donc je ne parlerai pas de tout, il y a énormément de choses à dire, il y a le trou de verre, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, la bibliothèque, enfin... On est foutu si on va parler de tout en une heure, c'est pas possible. Surtout que j'ai l'ambition d'en parler de façon suffisamment compréhensible pour que ça soit pas, ou suffisamment détaillé pour que ce soit pas juste de la surface, et qu'on entre un peu dans le détail, et que vous ressortiez d'ici, d'une part en étant toujours aussi content éventuellement d'avoir vu ce film, mais maintenant vous seriez content d'une autre façon, en ayant compris des éléments de science du film, si ce n'est pour l'instant tous les éléments du film, mais en tout cas en ayant compris des éléments de science du film, et donc d'avoir finalement un autre point de vue sur le film qui va enrichir votre vision du film, qui peut-être en le regardant une nouvelle fois, l'enrichira. Alors, d'emblée, une des images fortes du film, ce trou noir, Gargantua, avec son disque d'accrétion, pour dire que, on va revenir sur cette image en détail tout à l'heure, pour dire que le temps, l'écoulement du temps, la façon dont on mesure l'écoulement du temps, dont moi je le mesure, moi avec ma montre ici, alors je vais le mettre dans ma main, avec ma montre, c'est mon temps propre, on dit en physique, le temps qui est avec moi, qui est fixe par rapport à moi, une horloge qui est fixe par rapport à moi. Ce temps-là, l'écoulement de ce temps-là, cette mesure-là est au cœur du film, puisque, vous le savez tous, en tout cas tous ceux qui ont vu le film, il y a cette fameuse planète où quand on va à la surface de cette planète, 1 heure passée à la surface de cette planète correspond à des années qui sont écoulées sur Terre. Avant de comprendre comment fonctionne cette affaire-là, il me faut d'abord faire un petit détour par ce qu'on appelle la relativité générale d'Einstein, une théorie de la gravitation qui a 100 ans cette année. Il y aura tout un tas d'événements, il y a déjà des publications scientifiques, de vulgarisation scientifique qui sont sorties à l'occasion des 100 ans en mois de novembre 2015, des 100 ans de la relativité générale d'Einstein. Et cette relativité générale, il est important d'en comprendre des rudiments si l'on veut quand même suivre un peu ce qui se passe dans la fin de l'exposé. Donc on va commencer par des rudiments de relativité générale, et ça commence par une chose très simple. Ça commence par une constatation très simple qu'on peut presque faire tous les jours.
moyennant qu'on fasse un petit peu des efforts d'expérience, malgré tout, c'est que les choses, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Si je prends ce micro et cette montre, et que je les laisse tomber simultanément, je ne fais pas ça, je rassure immédiatement la technique, ils sont contents. Imaginons que je les laisse tomber dans le champ de pesanteur de la Terre, ils vont tomber au même rythme, exactement au même rythme, et arriver au sol exactement en même temps. Alors pour ça, il y a une expérience qui a été faite, vous trouvez la vidéo en cherchant sur YouTube sur World Biggest Vacuum Chamber, c'est une chambre à vide énorme dans laquelle on fait des tests pour les satellites par exemple, qui vont être mis en orbite, et on a accroché une boule de bowling et une plume d'autruche. Inutile de dire qu'évidemment, si on les laisse tomber là, comme ça, dans la pièce, la plume d'autruche va volter, la boule de bowling va tomber tout droit. N'arriveront pas au sol en même temps, donc il faut faire ça dans le vide, de sorte que l'air ambiant ne perturbe pas la chute de la plume. Et voilà ce que l'on voit, et des petits trucs qui vont se décrocher, on les lâche exactement en même temps, et vous pouvez regarder que la boule de bowling et la plume d'autruche, qui ont des masses et des compositions très différentes, vont tomber exactement, on les voit, ils sont là-haut, vont tomber exactement en même temps. Vous voyez la taille de la chambre, hein, elle fait des centaines de mètres cubes de volume, c'est une chambre assez impressionnante, il y aurait beaucoup à en dire aussi pour rigoler autour de ça, tombe exactement en même temps. Exactement en même temps. C'est assez sidérant, vous voyez, ça arrive en même temps. Les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Cette constatation qui est élémentaire, il faut faire un petit effort d'expérience, hein, éventuellement faire le vide, ou alors comparer les objets très massifs pour que la fraction de l'air ne gêne pas trop. Cette constatation élémentaire est à la pierre angulaire de cette théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est pas très compliqué, voilà, le fond n'est pas très compliqué. Les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, et Einstein, réalisant ça, a fait une remarque qui l'a extraordinairement inspiré pour cette théorie qui est: une personne en chute libre ne sentira pas son poids. Autrement dit, moi je me mets au bord ici, je vais faire une expérience de chute libre, ça veut dire que je vais essentiellement sauter dans le vide. J'espère que je ne me foule pas la cheville, sinon la conférence est foutue. Je saute dans le vide, et pendant le temps de ma chute, je n'ai plus senti mon poids, ou j'ai eu l'impression que mon poids avait disparu. J'étais soumis à l'attraction de la Terre, j'étais pleinement soumis à l'attraction de la Terre, et pourtant, je ne sens plus mon poids. Si j'étais tombé avec cet objet dans la main, le meilleur endroit pour faire ça, c'est un ascenseur qui se décroche. Évidemment, ça pourrait mal se finir pour vous. Donc, la prochaine fois que ça vous arrive, ce sera aussi la dernière, donc profitez-en pour faire de la physique. Plutôt que de hurler inutilement, ça ne servira à rien. Vous êtes dans l'ascenseur en chute libre, comme je l'ai été là pendant une fraction de seconde. L'ascenseur tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Vous avez dans la main un objet, n'importe lequel, qui est avec vous. Il tombe en même temps que vous, évidemment, vous le tenez. Si maintenant vous le lâchez pendant que vous êtes en chute, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien cet objet, parce que les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, à l'atmosphère près, aux frictions atmosphériques près, cet objet va tomber exactement en même temps que vous. Vous allez le voir devant vous, immobile devant vous, parce qu'il tombe exactement au même rythme que vous. Vous aurez l'impression que la pesanteur a disparu, alors qu'en réalité, vous êtes en train de tomber dans le champ de pesanteur de la Terre. Vous êtes en impesanteur. L'impesanteur, c'est ça. Ce n'est pas la disparition de la pesanteur, c'est la disparition de ses effets parce que vous êtes en chute libre. Un exemple de impesanteur, facile à faire, 6 000 € le ticket, si vous voulez faire ça en tant qu'amateur, ça se vend, la société Novespace vend ça. Là, ce sont des scientifiques qui sont dans la navette, dans l'Airbus plutôt, A300 0G, qui fait des successions de... Il monte très verticalement, 45 degrés. Voir les images, c'est un peu perturbant, parce que les avions, ils sont généralement pas à 45 degrés quand vous êtes dedans en vol commercial. Donc il monte très droit, il coupe les moteurs, et il fait une trajectoire parabolique pendant laquelle il est en chute libre. Et pendant cette chute libre qui dure en gros 22 secondes, eh bien, tout ce qui est à l'intérieur est en impesanteur, pratiquement en impesanteur, en fait en microgravité avec une gravité résiduelle très faible. Ça se vend, si vous voulez le faire, c'est 6 000 € avec le C9 Espace. Les scientifiques font ça, là on les voit, ils ont des caissons de manip et ils regardent, pendant 22 secondes, ils peuvent faire une manip en impesanteur. Ça marche aussi dans Tintin. Alors dans Tintin, c'est exactement l'inverse. C'est que dans la fusée lunaire, ils marchaient naturellement dans la fusée. Pourtant, ils sont dans la fusée. Je vous dis, mais comment ça se fait? La fusée est accélérée en permanence par le moteur atomique. Vous vous rappelez dans Tintin, il y a un moteur atomique qui propulse la fusée. Et quand les Dupont coupent le moteur atomique, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se retrouve cul par-dessus tête. Une image au demeurant assez remarquable, parce qu'en 1954,
quand cet album a été publié, 1954, on n'avait jamais été dans l'espace. Et en particulier jamais dans l'espace avec un astronaute qui flotte dans une capsule. Donc là, c'est très bien vu. Et en coupant le moteur, eh bien, cela coupe la gravité artificielle. Vous voyez ce point, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Quand vous êtes en chute libre, c'est l'impesanteur. C'est comme s'il n'y avait plus de pesanteur. Vous pouvez effacer la pesanteur. D'autre part, si vous créez une gravité, autrement dit, dans cette pièce-là, si on ne voyait pas l'extérieur, là évidemment c'est triché, on voit l'extérieur, mais si on ne voit pas l'extérieur, vous pourriez croire, d'ailleurs c'est le cas, enfin c'est une projection qui est dehors, c'est le cas, on a fait décoller une fusée qui décolle dans ce sens-là, qui avance dans ce sens-là, qui accélère avec une gravité exactement égale à celle de la gravité terrestre, et vous avez l'impression d'être sur Terre. Aucune différence pour vous sur une petite zone. En pratique, si on faisait des mesures très précises sur toute la zone de la salle, on pourrait se rendre compte qu'on est dans une fusée plutôt que sur Terre. Mais l'idée d'équivalence entre accélération et pesanteur et entre chute libre et impesanteur vient de ça, l'universalité de la chute libre. Et donc, c'est ce que je dis là, c'est l'idée d'Einstein, il y a équivalence entre accélération et champ de pesanteur. Et on peut le constater encore une fois, voici quelqu'un qui est dans la Station Spatiale Internationale, il est en orbite autour de la Terre, il est donc en chute libre vers la Terre, il est en chute vers la Terre, et on pourrait me dire, en chute, ça veut dire, il va la prendre la Terre, il va rentrer dedans. Non, il est en chute vers la Terre, c'est ça le secret du vol, chuter vers la Terre et la rater à chaque instant. Vu d'ici, c'est pas facile. Si je chute vers la Terre d'ici, comment je vais faire pour la rater? Elle a l'air d'être partout. En fait, il faudrait non pas chuter bêtement vers son centre, sous l'effet de la seule gravité, mais en même temps partir avec une vitesse horizontale suffisamment importante, à altitude nulle, d'ailleurs à la surface du sol, en oubliant les murs, les montagnes et les maisons, il faudrait partir avec une vitesse horizontale de 7,9 km par seconde, et vous soyez en orbite autour de la Terre à 0 mètre d'altitude, exactement à la surface de la Terre. Et pourquoi en orbite? Parce que vous allez avancer en une seconde de 7,9 km, et en même temps tomber de à peu près 5 mètres. Mais en vous déplaçant de 7,9 km, vous allez vous écarter de la surface de la Terre qui a une certaine courbure, et vous allez vous en écarter de 5 mètres. Et donc vous êtes revenu à la surface de la Terre en ayant avancé tout droit avec la très grande vitesse que vous auriez eue sur le côté, et en même temps tombant vers la Terre de 5 mètres en à peu près une seconde, vous allez vous retrouver à nouveau à la surface. Être en orbite, c'est tomber vers la Terre et la rater à chaque instant. Et là, il est en orbite, le gars. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se passer une chose, c'est que la station spatiale, de temps en temps, elle a besoin de changer d'orbite, parce que tout simplement, les frictions sur la très haute atmosphère la font descendre. Ça fait quelques dizaines de mètres, centaines de mètres, même par mois, et puis parfois, il y a un débris orbital que la station veut éviter. Et pour l'éviter, il faut qu'elle change d'orbite. Et pour ça, elle a un vaisseau qui est accroché, les vaisseaux progressent, les vaisseaux de ravitaillement peuvent propulser la station très lentement, très doucement, suffisamment néanmoins pour la faire changer d'orbite. Regardez ce qui se passe au moment du changement d'orbite. Donc là, le gars il est en impesanteur, il tient un appareil photo d'assez belle qualité, en tout cas pour l'objectif. L'appareil photo tient tout seul en l'air. Il est en chute libre, l'astronaute est en chute libre, la station est en chute libre. Là, si ça vole, c'est parce qu'il y a les courants d'air dus à l'aération, au recyclage de l'air. L'appareil photo tient en l'air tout seul, il est en chute libre vers la Terre, il se déplace en même temps très vite autour de la Terre à pratiquement 28 000 km par heure, 7,7 km par seconde. L'appareil photo tient tout seul et à un moment donné, la station spatiale va être propulsée pour changer d'orbite. Elle va donc subir une sorte de gravité artificielle qui résulte du fait qu'elle est propulsée. Et comme il y a une petite gravité, qu'est-ce qui se passe? L'appareil photo, le gros appareil photo, là on va voir Star Wars, vous allez voir, on aura un bonus Star Wars là en même temps. Eh bien, il y a une petite gravité artificielle pendant la durée de la propulsion. La propulsion est très petite, 2 millièmes de gravité terrestre. Voilà, ça fait vraiment Star Wars, regardez ça. Il a bien visé, il fait de la pub pour Nikon. Donc là, pendant la propulsion, il y a une petite gravité dans la station. Dès que la propulsion s'arrête, ça revient en gravité nulle, en gravité apparente nulle. Donc là, on a vraiment, entre cette image-là et puis les gens qui sont dans l'Airbus 0G, on a équivalence entre gravité et accélération, chute libre et impesanteur. Alors, première application interstellaire, vous connaissez qu'il y a le vaisseau Endurance. Là, voilà le plan du vaisseau Endurance, on pourra en discuter longuement. Vous voyez que là, il y a des espèces de modules. Parmi ces modules, il y a des modules de vie où les gens sont, les acteurs sont, les personnages évoluent. Et ce vaisseau, vous vous rappelez, il est en rotation sur lui-même.
Il est en rotation sur lui-même. Pourquoi est-il en rotation sur lui-même? Tout simplement parce que si vous imaginez que ces endroits-là, ici, ici, etc., sont les planchers, imaginez-les comme des planchers. Si vous êtes en rotation, la force centrifuge qui résulte de la rotation va vous plaquer sur ces planchers, va vous plaquer sur ces surfaces qui sont ici. Et donc, en mettant le vaisseau en rotation, on va créer, grâce à la force centrifuge, une gravité artificielle dans le vaisseau qui permettra au personnage d'évoluer à l'intérieur, disons naturellement, comme on est sur Terre. Alors, les dingues comme moi, ils regardent le film et ils chronomètrent le temps que le vaisseau met pour faire un tour. Connaissant ce qu'on appelle cette période de rotation, et sachant que c'est fait pour créer une pesanteur artificielle, quelle est la valeur de cette pesanteur artificielle? Probablement la gravité terrestre. Quel rayon doit avoir ce vaisseau pour que, avec la période que je lui constate dans le film, ça fasse une gravité terrestre? Et là, on répond à une question, quelle est la taille de l'endurance? Si je vous la pose comme ça, vous pouvez regarder le film, nulle part n'est donné la taille de l'endurance en disant, voilà, ça fait tant de mètres. Et donc là, on peut trouver, c'est là l'intérêt de la science, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire parler le film plus qu'il ne veut, en dépit de la volonté du réalisateur. Moi, je mesure que l'endurance fait un tour en 12 secondes, et donc, du coup, pour que ça fasse une gravité terrestre ici, il faut que le rayon de l'endurance soit à peu près 35 mètres. Donc, j'ai tout de suite une idée de la taille du vaisseau. Vous pouvez chercher, ben, c'est pas écrit dans le film, hein, voilà. Vive la science. Alors après cet objet-là, on pourra en parler, il y a des espèces d'articulations qui sont ici, il y a des modules. Vous voyez qu'il manque un morceau là, qui est là. Donc déjà, le centre de gravité du vaisseau n'est peut-être pas... Enfin, il faudrait espérer qu'il soit au son centre géométrique. S'il n'est pas au centre géométrique, ça va poser des problèmes. Le vaisseau va tourner autour d'un point qui est son centre de gravité, qui n'est pas son centre géométrique. Ça va faire un truc un peu bizarre, comme une sorte de roue voilée. Donc il faut s'arranger pour que le centre de gravité, le centre géométrique soit confondu, en dépit du fait qu'ici, il manque un petit morceau. On reviendra à l'endurance tout à l'heure. Ces constatations d'Einstein lui ont fait transformer complètement la vision de la gravité qu'on avait depuis Newton, en gros. La gravité est une force qui se transmet à distance entre les corps massifs et qui se transmet instantanément à distance entre les corps massifs. Pour Einstein, la gravité n'est plus une force. On ne devrait plus jamais dire la force de gravité. On peut le dire parce qu'évidemment, au courant, au quotidien, ça fonctionne très bien. On devrait dire l'espace-temps est déformé par la matière. C'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Je franchis une grande étape, je ne vous raconte pas son raisonnement parce qu'on va parler comme l'interstellar. L'espace-temps est courbé par la matière et cette déformation, j'ai l'impression, je l'appelle moi humain, je l'appelle la gravité. La gravité n'est qu'une manifestation de la déformation de l'espace-temps imposée par les masses. Le Soleil déforme l'espace-temps par sa énorme masse. La Terre fait une trajectoire qui se trouve être à peu près un cercle autour du Soleil, dans cet espace-temps déformé. Voilà, ceci n'est pas une équation, ceci est une locomotive dans un désert de locomotives en Bolivie, où quelqu'un s'est amusé à peindre l'équation de la relativité générale. Cette équation, je ne vais pas la détailler, je vous la montre pour que la voyez, vous la regardez graphiquement, vous prenez plaisir à regarder Manchu, Blanchard, Le Droit qui est derrière en exposition, Les Animaux du futur, bref. Imaginez que c'est un simple dessin, ce dessin a une signification. À gauche, c'est la géométrie de l'espace-temps, il y a le signe égal ici, égal, ce qu'on appelle le contenu en matière, en énergie, en mouvement, en impulsion de l'espace-temps. Le contenu matériel impose la forme de l'espace-temps, et dans cette forme imposée par le contenu se déplace. Vous voyez comment ça joue? C'est pas, il y a une scène qui est cette scène-là, qui est fixée arbitrairement, dans laquelle je me déplace, et je suis contraint par une scène arbitraire. Si j'arrive ici, je tombe. C'est ma présence structure la scène. C'est comme si la scène se déformait quand je suis ici, alors que la balle n'est pas déformée. La scène se déforme par ma simple présence. Et dans ces déformations imposées par l'ensemble de ma masse et de votre masse, les masses se déplacent. Vous voyez, il y a une rétroaction entre le cadre, l'espace et le temps dans lequel se déplacent les objets, et le contenu, les objets matériels qui sont dans ce cadre. Alors, les cas de courbure extrême, d'espace-temps courbé extraordinairement, les cas extrêmes s'appellent précisément des trous noirs. L'objet emblématique d'Interstellar, le trou noir Gargantua, c'est un objet qui déforme tellement l'espace-temps
que la lumière même ne peut s'en échapper. L'espace-temps est déformé. Imaginez cet espace comme une sorte de puits. Vous êtes dans le puits, vous comprenez bien que s'il y a ce puits qui correspond pour vous à la gravité, plus le puits est raide, plus le puits est profond, et plus la gravité locale est intense, pour vous en extraire, il va falloir faire d'énormes efforts. Quand l'effort est intense au point que même la lumière, en dépit de ses 300 000 km par seconde, ne peut s'en échapper, alors ça s'appelle un trou noir. Un trou noir, c'est assez de matière dans une taille assez petite. Assez de matière, ça veut dire la masse du Soleil dans 3 km. J'ai mis la formule pour ceux qui savent lire les formules. Ceux qui ne savent pas lire les formules, ça n'a aucune importance. Il faut comprendre que pour un objet de la masse du Soleil, 3 km. 3 km. Le Soleil, le vrai rayon du Soleil, c'est 696 000 km. Donc vous prenez le Soleil, vous l'écrabouillez dans 3 km, vous avez un trou noir. Dans le cas de la Terre, le rayon d'un trou noir qui a la masse de la Terre, c'est 9 mm. Vous prenez la Terre, vous écrabouillez tout dans la taille d'une bille. Ça fait un trou noir qui a la masse de la Terre. Vous voyez l'effort à fournir, on ne fait pas ça à la main évidemment. Bon, la nature fait ça, je ne raconte pas comment elle pourrait faire ça, on a des idées, les astrophysiciens ont des idées très précises sur la façon dont pourrait se produire la formation d'un trou noir. Alors comment ça se passe un trou noir? Là il y a le parti qui est trou noir, il y a une zone qui va s'appeler l'horizon des événements. Ce trou noir c'est une sphère qui a un certain rayon qui est donné par ça. 3 km pour une masse solaire, 6 km pour 2 masses solaires, 30 km pour 10 masses solaires, etc. C'est proportionnel à la masse. Il y a l'intérieur du trou noir et l'extérieur. Quand on est à l'extérieur du trou noir, on va imaginer, j'ai tracé horizontalement, il y a l'espace, et verticalement le temps. Imaginez que la ligne de déplacement, je vais me déplacer sur cette ligne, ça c'est l'espace, et puis une autre dimension, c'est le temps. Cette dimension verticale, je veux dire, c'est le temps qui s'écoule. Quelle est la situation de cette pièce dans l'espace-temps? Dans l'espace, vous êtes des points disposés régulièrement, en tout cas pour vous, sur les sièges. Dans l'espace-temps, vous êtes des spaghettis finalement, des spaghettis spatio-temporels. Vous êtes fixe dans l'espace et vous vous déplacez dans le temps. Vous ne faites rien de spécial pour ça, vous attendez que le temps s'écoule. C'est facile de se déplacer dans le temps, c'est d'attendre que ça se passe. Et donc vous êtes des spaghettis spatio-temporels. Vous êtes des lignes droites verticales parallèles les unes aux autres. Si maintenant quelqu'un se déplace, moi par exemple, quelle va être ma ligne spatio-temporelle? Je me déplace dans l'espace et en même temps je me déplace dans le temps. Donc je vais faire une ligne inclinée. Si je vais de l'autre côté, la ligne sera inclinée de l'autre côté. Si je suis de la lumière, je vais être incliné à 300 000 km par seconde par ici ou à 300 000 km par seconde par là. Si je suis de la matière, c'est les flèches courbes entre les deux, entre les deux, parce que je suis plus lent que la lumière. Ça, c'est quand on est loin du trou noir. Qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche du trou noir? Les deux rayons extrêmes vont se rapprocher, se resserrer, jusqu'à devenir tous dirigés vers l'intérieur du trou noir une fois qu'on a franchi l'horizon. C'est en ce sens que l'on comprend que la déformation de l'espace devient si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Toutes les possibilités que la lumière a de se déplacer à l'intérieur du trou noir, c'est à l'intérieur du trou noir. Alors qu'à l'extérieur, elle a des trajectoires qui vont s'en éloigner, si l'on veut, tandis que d'autres, éventuellement, tomberont sur le trou noir. Donc, il y a plusieurs possibilités à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est tomber dedans. Je vous montre quand même une petite image pour dire que les trous noirs, c'est pas du pipeau, si j'ose dire, ça existe. Voici une image prise en infrarouge des régions centrales de notre Voie lactée, où on voit ici, cet endroit-là, c'est le centre de la Voie lactée. On va faire un zoom sur ça. La distance, l'échelle, c'est une année-lumière, là, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an. Voici un petit film qui montre la position des étoiles très très proche du centre de la Voie lactée et qui montre leur mouvement pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années. On voit des étoiles qui tournent autour d'un objet. Le centre de la Voie lactée est symbolisé par cette croix. Regardez cette étoile qui est là-haut, les positions représentées ici avec leur barre d'erreur. Cette étoile parcourt une orbite elliptique autour d'un objet. Une étoile tourne autour de quelque chose. Dans le système solaire, ce sont les planètes qui tournent autour des étoiles. Là, c'est une étoile qui tourne autour de quelque chose. Le quelque chose, il est là. Il est invisible en lumière, il ne rayonne quasiment pas. Et sa masse, on peut l'estimer en mesurant les paramètres de l'orbite, et sa masse est de 3,6 millions de masses solaires, dans une taille qu'on estime plus petite que celle du système solaire. Il est très probable qu'à cet endroit, il y ait un trou noir de 3,6 millions de masses solaires, autour duquel tournent les étoiles du centre de la galaxie.
Alors là, on ne le voit pas, le trou noir. On ne voit que ses effets sur les étoiles autour, les effets gravitationnels. Il déforme l'espace-temps autour de lui. Les étoiles ont des orbites autour de ce trou noir, au même titre que les planètes ont des orbites autour du Soleil, dues à la déformation de l'espace-temps due au Soleil, causée par le Soleil. Alors voilà une image du ciel qui est une image du ciel artificielle, vous allez voir pourquoi, où là on a représenté le ciel tel qu'on peut le voir dans l'hémisphère sud. Ça a été fait par un collègue astrophysicien qui s'appelle Alain Ruazuelo, où on voit ici les deux nuages de Magellan, pour ceux qui savent un peu l'astronomie, la croix du sud, cette petite constellation qui est ici, la croix du sud. On voit aussi Alpha et Beta du Centaure, deux étoiles brillantes, deux étoiles Alpha du Centaure qui est l'étoile la plus proche du système solaire, et qui est incidemment autour de cette étoile que se passe le film Interstellar, Avatar. Sirius ici, Canopus, une autre étoile. Voilà, donc des étoiles brillantes dans le ciel de l'hémisphère sud, dans la direction en gros des nuages de Magellan. Ça veut dire quoi, voir un trou noir? Là, je l'ai vu indirectement dans le cas de tout à l'heure. On peut calculer l'effet de la présence d'un trou noir entre moi et ce fond de ciel, entre nous et ce fond de ciel. Ça se calcule, c'est ce qu'a fait Alain Ruazuelo, les effets sur la propagation de la lumière des étoiles lointaines. La lumière, elle aussi, va être du coup sensible à la gravité. Alors évidemment, en version de Newton, la lumière n'a pas de masse et n'aurait pas dû être sensible à la gravité du Soleil ou d'un trou noir. En vision d'Einstein, qui déforme l'espace-temps, le trou noir, la matière déforme l'espace-temps, la lumière va être déviée par les déformations de l'espace-temps imposées par le trou noir ou par l'étoile. Voilà Acharna, voilà la même... Alors, excuse-moi, il y a encore ça, j'ai oublié. Regardez ce qui se passe au centre, là. Rien. Il ne se passe rien. Enfin, si, il y a une toute petite microscopique étoile qui est invisible à l'œil nu. Voilà la même image avec un trou noir. Devant nous, entre nous et le fond de ciel. Vous voyez le changement quand même. Hein, il y a un petit changement, j'en ai tout le monde. Il y a un petit changement. Le trou noir, il est là, c'est cette zone-là, et regardez la déformation qui sont produites. On peut comprendre cette image en réalisant par exemple qu'il y a quelque chose qu'appelle l'anneau d'Einstein. Alors je ne raconte pas dans tous les détails techniques, si on est vraiment fichu pour la durée de l'exposé. Et on voit deux étoiles ici, ces deux choses très brillantes qui n'étaient pas présentes. C'est la toute petite étoile qui était derrière le trou noir, exactement derrière le centre, et dont la lumière a été déviée, déformée et amplifiée par la courbure de l'espace-temps imposée par le trou noir. Et cette toute petite étoile, je la vois apparaître comme extraordinairement brillante si la position relative de la petite étoile et du trou noir sont la bonne, si la petite étoile est très exactement derrière le centre du trou noir. On peut retrouver les nuages de Magellan, en voici un. On peut retrouver la croix du sud, la voilà. Vous voyez que tout ça est déformé. On peut trouver Alpha et Beta du Centaure là-haut. On peut trouver Canopus. On retrouve des éléments qu'on avait tout à l'heure. Et puis regardez ce qui va se passer à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, ce qu'on appelle anneau d'Einstein. On retrouve le nuage de Magellan. Il est là deux fois. On retrouve ici la croix du sud. On retrouve Alpha et Beta du Centaure. On retrouve Canopus. On va retrouver à l'intérieur de l'anneau d'Einstein une copie complète du ciel extérieur. Une copie complète et déformée. Et même, en regardant en détail, il y aurait même une copie de la copie encore plus près, et une copie de la copie de la copie, etc. Ça, c'est dû au fait que la lumière peut être tellement déviée qu'elle peut faire le tour du trou noir, comme faire, ça ne se produit pas habituellement avec la matière ordinaire, elle peut faire le tour du trou noir. Donc réaliser qu'un trou noir va considérablement dévier la lumière des astres. On peut même le voir en orbite. Ça, c'est d'autres simulations d'Alain Ruazuelo qui est spectaculaire aussi, où on voit le trou noir qui est ici, le ciel ici déformé. Là, la constellation qui est là, c'est la constellation d'Orion. On voit ici le Taureau, les Pléiades et d'autres étoiles. Le trou noir est ici. Et regardez ce qui se passe maintenant que je suis en orbite. Je fais une orbite autour du trou noir et je regarde l'effet de me déplacer en cercle autour du trou noir. Voilà l'impression que ça donne. Donc là, on a une vision très déformée. Regardez, l'anneau d'Einstein, il est très visible. Il y a des étoiles qui, de temps en temps, vont apparaître extrêmement lumineuses sur l'anneau. C'est quand elles passent, s'il y en a une petite qui passe pile derrière le centre du trou noir. Tout ça va être déformé. On a des copies, cette étoile-ci, cette étoile-là, c'est la même. Celle-ci et celle-là, c'est la même. Celle-ci et celle-là, c'est la même. On a des copies à l'intérieur de l'anneau, de tout l'extérieur de l'anneau d'Einstein. Pour vous donner une idée, les vitesses orbitales ici sont de à peu près 50 000 km par seconde. Donc pour être en orbite autour d'un trou noir, ce n'est pas nos petites vitesses habituelles de 7, 8, 10 km par seconde. C'est 50 000 km par seconde. C'est 6 fois moins que la vitesse de la lumière. Ça n'est que 6 fois moins que la vitesse de la lumière. Donc ce sont des vitesses absolument considérables.
Donc l'effet du trou noir, distorsion des images, amplification lumineuse et images multiples. Voilà les effets d'un trou noir sur la lumière environnante. Alors, je vais passer ça parce que ça va me faire gagner un peu de temps. Voilà la première image, en dépit de ce que raconte la publicité pour Interstellar. Voilà la première image de ce qu'est un trou noir entouré par un disque de matière. On a d'abord vu le trou noir, ses effets gravitationnels sur des étoiles qui sont en orbite autour de lui. On a vu des simulations de un trou noir tout seul sur le fond d'étoiles lointains. Maintenant, ça va commencer à ressembler vraiment à Interstellar, un trou noir avec de la matière autour. Un trou noir peut attraper la matière qui est autour de lui, elle va tomber sur le trou noir et former ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Ce disque de matière va tomber sur le trou noir en spiralant sur le trou noir, éventuellement va être échauffé par les collisions dans le disque, par la vitesse de chute, par l'accélération de la vitesse de chute et par les frictions à l'intérieur du disque. Cet échauffement va rendre le disque lumineux. Et cette lumière, le voilà le disque, déformé par la présence du noir qui est ici. C'est une image qui est pixel par pixel, qui date de 1979 et qui est due à Jean-Pierre Luminet. On ne voit pas un trou noir avec le disque autour, comme on le voit très souvent dans les prétendues vues d'artistes. On voit le trou noir et le disque est très déformé. Et pourquoi déformé? À cause de la présence du trou noir, l'espace-temps est déformé et donc la lumière qui vient du disque ne suit pas la ligne droite habituelle qu'on s'attend à lui voir suivre. Elle va être déviée. Voilà comment ça se passe. Vous avez ici le trou noir, vous avez le disque ici, l'autre morceau du disque là. Vous voyez devant, c'est la partie supérieure de l'avant du disque, tout va bien. Ce que vous voyez au-dessus, c'est la partie supérieure de l'arrière du disque, quelque chose qu'éventuellement on n'aurait peut-être même pas pu voir. Et vous voyez en dessous, mais là on ne voit pas si le disque est supposé opaque, en dessous, sous le trou noir, on peut même voir la partie inférieure de l'arrière du disque, une chose qu'on n'aurait jamais pu voir non plus en optique normale, si j'ose dire. Et voilà ce que l'on voit. On voit la partie arrière du disque, l'avant du disque, et éventuellement on voit un morceau qu'on ne voit pas ici, qui est l'arrière du disque, avec le trou noir au centre, la partie sombre dont nulle lumière ne nous parvient, puisque nulle lumière de l'intérieur, nul objet, nulle particule de l'intérieur ne peut nous parvenir. Voici maintenant en 95, encore un Français, c'est les deux premiers à faire ça, Jean-Pierre Luminet et Jean-Alain Marc, 95, là c'est des stations de calcul plus puissantes, on ne fait pas ça, si j'ose dire, à la main, on fait ça avec des ordinateurs qui calculent l'image, en couleur, le fond d'étoile est juste pour faire joli, et l'on voit le trou noir et le disque d'accrétion, ce disque de matière qui tombe sur le trou noir et qui est échauffé par cette chute, échauffé considérablement. Et voilà le trou noir gargantua. Qu'est-ce qu'on constate? C'est plutôt pas mal, c'est-à-dire on voit bien des parties, regardez, on voit ici le disque d'accrétion qui brille en lumière visible, je le vois à mes yeux, les spectateurs, les acteurs voient le disque en lumière visible, on va en discuter. On voit ici la partie supérieure de l'arrière du disque, et ici la partie inférieure de l'arrière du disque. Donc l'image a l'air plutôt bien, c'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est la première fois qu'on fait ça avec une telle qualité d'image, essentiellement due à la capacité des ordinateurs modernes au regard de ceux de 95 et de ceux de 79. Le disque d'accrétion ici brille en lumière visible, ça veut dire qu'il a une température qui est de l'ordre de celle du Soleil, qui brille en lumière visible, quelques milliers de degrés. En fait, on constate plutôt que les disques d'accrétion de trous noirs, les disques d'accrétion en général, mais singulièrement ceux qui sont autour de trous noirs, on ne connaît pas qu'un seul trou noir, il n'y a pas que le trou noir central, on connaît d'autres objets pour lesquels ça pourrait être un trou noir plus léger, moins massif que celui qui est au centre de notre galaxie. Ça brille plutôt en lumière X, en rayons X, invisibles à nos yeux. Alors, donc le disque d'accrétion qui est ici est un faux disque d'une certaine façon, parce qu'on le voit en lumière visible. Pour être vrai, il devrait briller en rayons X, mais là, évidemment, ça change un peu les conditions ambiantes. La planète Miller qui est ici, elle est complètement stérilisée par le flux de rayons X. C'est même pas la peine d'aller voir s'il y a de la vie dessus, c'est sûr que non. Et puis les humains qui s'approchent du trou noir et qui subissent le rayonnement X du disque d'accrétion, ils sont aussi stérilisés, enfin même plus que stérilisés, ils sont ratatinés, si j'ose dire, par les rayons X. Donc on comprend que Nolan n'ait pas choisi de mettre un disque d'accrétion réaliste, donc ce disque d'accrétion n'est pas bon, mais il le met pour que, d'une part, ça tue pas ces personnages, et que, d'autre part, qu'on puisse le voir. Sinon, il est en rayons X. Donc l'image, c'est facile, c'est noir. Pour nos yeux d'humains, on ne reçoit aucune lumière de cet endroit-là. Alors, voilà une autre représentation du trou noir et du trou noir d'Interstellar. Tel
qu'il est représenté, où on voit très bien la partie arrière supérieure, la partie arrière inférieure, et puis la partie avant du disque. Il y a d'autres choses, le halo de lumière, bon, et le trou noir qui est ici. Cette image est pas mal, mais ce n'est pas une image réaliste non plus. Même si le disque d'accrétion le garde en lumière vive, on ne doit pas le voir comme ça. Tout simplement parce que ce disque est en rotation sur lui-même. Et le simple fait qu'il est en rotation, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'approche de vous, et une partie qui s'éloigne de vous. Une source lumineuse qui s'approche de vous apparaît plus rouge, plus bleue, excusez-moi. Une source lumineuse qui s'approche de vous, vous apparaîtra plus bleu, au même titre qu'un son qui s'approche de vous, vous apparaîtra plus aigu. Les motos, pendant qu'ils passent, elles font waouh. Elles passent de l'aigu au grave. De l'aigu en lumière, c'est le bleu, le grave, c'est le rouge. On appelle ça l'effet Doppler. Donc la partie du disque qui s'approche de vous, vous devriez la voir plus bleue qu'elle n'est en réalité, et la partie qui s'éloigne de vous, plus rouge qu'elle n'est en réalité. Et sensiblement, car la vitesse de rotation du disque, c'est des vitesses de l'ordre des vitesses orbitales, donc quelques dizaines de milliers, peut-être 100 000 km par seconde. Donc on devrait déjà voir le disque plutôt comme ça, avec une partie rouge, une partie bleue. Ces images-là, ils en sont conscients, le physicien Kip Thorne qui a supporté scientifiquement Interstellar, il en était bien conscient. Le film ne montre pas ça, Nolan s'en a expliqué, il a dit « Ah, mais ça sera trop compliqué, les gens vont rien comprendre. » Je ne sais pas si vous avez mieux compris le trou noir tel qu'il est là que s'il avait été représenté sérieusement. Ça ne me plaît pas, esthétiquement ça ne me plaît pas, donc je ne le mets pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été ignorants, ça veut dire qu'ils ont fait un choix esthétique de ne pas mettre ça. Et il y a un deuxième effet, donc le trou noir il aurait plutôt dû être comme ça, plutôt bleu la partie qui s'approche, plutôt rouge la partie qui s'éloigne. Et deuxièmement, il y a aussi un effet dû à la vitesse, qu'on appelle un effet de focalisation relativiste, je ne rentre pas dans le détail, qui est une source lumineuse qui s'approche de vous, non seulement elle apparaît plus bleue, mais elle apparaît plus intense qu'elle n'est en réalité. Et une source qui s'éloigne de vous, non seulement, quand je dis en réalité, ça veut dire que si elle était fixe par rapport à vous. Et une source qui s'éloigne de vous, non seulement apparaît plus rouge, mais apparaît moins intense qu'elle n'est en réalité. Et donc du coup, le disque, là où il est bleu, devrait être plus brillant, et là où il est rouge, devrait être moins brillant, pour arriver à quelque chose qui est plutôt comme ça. Où on voit quasiment pas une partie du disque, celle qui s'éloigne, elle est rouge et peu brillante, et on voit très brillante la partie du disque qui s'approche de vous, qui devrait apparaître bleue. Alors voilà, le choix qu'il a fait, c'est de garder un trou noir qui a cette tête-là, plus jolie à ses yeux que l'autre trou noir, disons, réaliste. Ce trou noir n'est pas réaliste, il est, disons, plausible. Il y a des choses qu'on reconnaît qui résultent de la relativité, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Alors maintenant, on peut se demander quelle est la masse du trou noir Gargantua. Et on peut déterminer la masse du trou noir Gargantua. On peut la déterminer. Et comment est-ce qu'on peut la déterminer? En constatant qu'ici, il y a une planète en orbite autour du trou noir et que cette planète n'est pas détruite par la présence du trou noir. Elle serait détruite sous quel effet? Alors, la gravité, non. Elle est en orbite, donc tout va bien. Mais elle peut être détruite sous les variations de la gravité. La partie, si je pense en termes newtoniens, pensez à la Terre et à la Lune en termes de Newton. La partie de la Terre qui est proche de la Lune, parce qu'elle est plus proche, va être plus attirée par la Lune que la partie de la Terre qui est loin de la Lune, parce que cette partie est plus lointaine. Du coup, les parties proches de la Lune étant plus attirées que les parties lointaines, la Terre va subir une sorte d'étirement, et cet étirement sera manifeste sur les masses liquides facilement déformables, ça s'appelle les marées. L'origine des marées terrestres, c'est dû au fait que le champ de pesanteur de la Lune sur la Terre n'est pas homogène. Plus on est près, plus ce champ de pesanteur, ce champ de gravité est important. On est plus tiré quand on est sous la Lune que quand on est de l'autre côté, et ça va déformer les océans et créer les marées. On appelle ça des forces de marée. Eh bien, la planète Miller, elle va subir aussi des forces de marée de la part du trou noir. Les forces de marée, la Terre, les parties proches sont plus attirées que les parties lointaines. Ça, c'est le point de vue de l'extérieur. Le point de vue de la Terre, c'est qu'elle va être étirée sur l'axe Terre-Lune. Et puis, on peut montrer qu'elle va être comprimée sur l'axe perpendiculaire. La Terre va être étirée. Quand c'est la marée haute, plusieurs mètres, il faut réaliser que la croûte terrestre se soulève d'une trentaine de centimètres. La Terre elle-même se déforme. Les marées de la Terre sur la Lune déforment la croûte de la Lune de 1 mètre. Donc la croûte de la Lune est déformée par la Terre, par l'influence de la Terre. Le point de vue relativiste est celui-ci, il y a des lignes de courbure. Le long de certaines lignes, on va être étiré parce que la courbure varie. Le long d'autres lignes, on va être comprimé parce que la courbure varie le long de cette ligne. Et la Terre
la Lune, la planète Miller dans le champ du trou noir va être étirée sur un certain axe et comprimée selon l'autre axe. Si elle est trop étirée, qu'est-ce qui va arriver à la planète Miller? Elle va être brisée. Je ne la vois pas brisée, donc l'étirement qu'elle subit n'est pas suffisant pour la briser. Combien vaut cet étirement? Je le calcule pour un trou noir, je vous le dis. Alors voilà, c'est dit là. Là, il faut comprendre, l'étirement, c'est environ 8 milliards de gravité terrestre par mètre pour un trou noir de une masse solaire. Vous voyez, la phrase, elle n'est pas si compliquée. Si vous êtes un trou noir de une masse solaire et vous êtes près du trou noir, près de son horizon, vous êtes étiré pour 1 mètre de longueur, ça veut dire moi en gros, je vais être étiré avec une force qui correspond à 8 milliards de fois mon poids. Ok? Crunch. Donc on ne s'approche pas d'un trou noir de la masse du Soleil. C'est pas bien. On est pulvérisé, on est spaghettifié. On parle de spaghettis spatio-temporel, là c'est des spaghettis humains, et puis ça se finit mal. Les forces de marée au voisinage d'un trou noir de petite masse, une masse solaire, sont titanesques. Mais la dépendance ici, ça dépend comme l'inverse du carré de la masse. En gros, pour faire plus simple, plus le trou noir est gros, plus ses forces de marée sont faibles. Autrement dit, il est parfaitement envisageable de s'approcher d'un trou noir sans être pulvérisé par ses forces de marée, ses forces d'étirement, pourvu qu'il soit assez massif. Et le assez massif, c'est dès l'ordre de quelques centaines de millions de masses solaires. Un très gros trou noir. Vous pouvez vous approcher, enfin c'est pas facile d'y aller, mais vous pouvez vous approcher d'un très gros trou noir sans subir des conséquences de spaghettification. Et pour le trou noir Gargantua, se dire que la cohésion propre de la planète de Miller est suffisante pour ne pas être dépassée par l'étirement du haut trou noir, écrire cette équation-là et la résoudre, ça vous donne la masse du trou noir qui est 225 millions de masses solaires. Au moins 225 millions de masses solaires. Donc Gargantua, c'est vraiment un monstre. 225 millions de masses solaires, c'est plus massif que le trou noir central de notre galaxie. Sachez quand même que la galaxie et d'autres, et la galaxie Messier 87, contient en son centre, un trou noir dont la masse dépasse plusieurs milliards de masses solaires. Donc 225 millions de masses solaires, ça le classe dans les trous noirs qu'on appelle supermassifs, mais ça n'est pas non plus un objet extraordinaire dans l'univers réel. Il y a des trous noirs, semble-t-il, au centre de galaxies actives comme Messier 87, qui dépassent le milliard de masses solaires. Donc on peut déterminer la masse de Gargantua uniquement en constatant qu'elle ne détruit pas, que le trou noir, les forces de marée d'étirement du trou noir ne détruisent pas la planète Miller.